Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui les modes de ventilation que l'on peut réaliser avec un respirateur. Et je parlerai essentiellement des modes de ventilation utilisés en réanimation, qui sont quelquefois un petit peu plus évolués que les modes de base qu'on utilise en anesthésie. Néanmoins, la base reste tout à fait identique et comparable. Tout d'abord, revenons à un petit rappel de physiologie. En physiologie, comme lorsqu'on s'occupe de ventilation mécanique, on utilise des paramètres physiologiques. Essentiellement, on définit un cycle ventilatoire avec une période d'inspiration en physiologie, d'insufflation en ventilation mécanique et une période d'expiration. Et je vous rappelle que cette période d'inspiration est la phase active et que l'expiration est la phase passive. C'est ce que l'on retrouve en ventilation mécanique. L'énorme différence entre les deux modes de ventilation, c'est qu'en ventilation physiologique, la pression est négative en intrathoracique, alors que le delta de pression en ventilation mécanique sera positive, qui explique une grande partie de l'influence de la ventilation sur la circulation du sang en particulier. Un respirateur peut être utilisé dans des circonstances extrêmement variables, suivant que le patient a une détresse majeure ou quasiment presque aucune détresse. Et ces circonstances expliquent que soit la machine fait quasiment tout le travail, soit le patient fait quasiment tout le travail dans d'autres circonstances. Cela est important à comprendre parce que ça va poser dans nombre de situations un problème de synchronisation entre ce que fait la machine et ce que fait le patient, sachant que l'essentiel ne sera pas, comme on l'entend souvent, d'adapter le patient à sa machine, mais bien d'adapter la machine au patient. En réanimation, on va utiliser de trois grandes façons un respirateur. Soit on l'utilise en ventilation contrôlée et la machine assure tout le travail, soit le respirateur aide le patient et on sera dans des modes assistés, soit le patient n'a quasiment plus besoin de sa machine et on sera en ventilation spontanée, le plus souvent avec une pression positive de fin d'expiration. Trois grandes circonstances donc. La ventilation contrôlée est donc adaptée aux patients qui sont en détresse vitale. La ventilation assistée aux situations où le patient a besoin d'une aide. Ventilation spontanée, c'est une période de consolidation où on monitore mieux la ventilation du patient du fait de la présence des respirateurs. Ces trois contextes expliquent donc les différents modes de ventilation qu'on va être amené à utiliser. Tout d'abord, les modes de ventilation contrôlés. En physique de base, les déplacements de gaz peuvent faire intervenir trois paramètres fondamentaux, soit une pression, un delta de pression, un paramètre de débit, soit un paramètre de temps. On ne peut contrôler que deux paramètres de manière simultanée, soit la pression et le temps, qui vont donc permettre de définir la pression contrôlée, les ventilations en pression contrôlée, soit le temps et le débit, qui vont permettre de définir des modes de ventilation en volume contrôlé. En effet, un débit, c'est des litres par minute. Un temps, c'est une fraction de minute. Si je divise des litres par minute par des minutes, je tiens bien donc un volume précis.
Et donc le temps, on est capable de le découper, comme en physiologie, avec une fréquence de cycle, fréquence respiratoire, et un rapport insufflation sur expiration, un temps d'inspiration, un I sur E, comme l'on dit classiquement. Il y a donc deux possibilités, soit donc, on fait de la pression contrôlée, soit on fait du volume contrôlé. Je ne parlerai pas de la VCRP, qui est un mode de ventilation un peu particulier. Tout d'abord, les ventilations en volume contrôlé, donc et le deuxième mode en pression contrôlée. Tout d'abord, en pression contrôlée, le médecin va régler une pression d'insufflation, va régler une PEP, une pression positive de fin d'expiration, une fréquence, une durée d'insufflation qui vont donc déterminer un rapport I sur E, ou l'inverse, un I sur E qui va déterminer une durée d'insufflation, et une FiO2. Donc, on règle le cyclage, la fréquence respiratoire, le rapport I sur E, la pression d'insufflation, à quel niveau on veut qu'il y ait de la pression dans l'airway, durant la phase active, durant la phase de l'inspiration, et ensuite la pression redescend spontanément jusqu'au niveau de PEP durant le temps accordé à l'expiration. La quantité de gaz qui rentre durant cette phase, au début, le débit d'insufflation est relativement rapide puisque les résistances sont faibles. Au fur et à mesure que le poumon se remplit, le débit ralentit progressivement et ensuite on passe à l'expiration, les débits s'inversent, bien entendu, pour expirer. Ça, c'est le mode en pression contrôlée. Donc ce mode en pression contrôlée, comme vous l'avez vu sur la courbe, il n'y a pas de risque de surpression par définition. Mais il ne faut pas jamais oublier dans ce mode de ventilation qu'il n'y a pas de volume garanti. C'est-à-dire qu'on leur a réglé une pression, une fréquence, une durée de l'insufflation, une FiO2, une PEP, etc. Mais on ne garantit en aucun cas un volume. En effet, ce volume de courant délivré est variable. Il va dépendre bien sûr du degré de l'aide que l'on a, de pression que l'on a mis en place, ce qu'on appelle la drive-in pressure, c'est-à-dire la différence entre la pression haute et la pression basse. Il va dépendre de la compliance, de l'élasticité du parenchyme pulmonaire et à un degré moindre de la durée d'insufflation, mais il dépend aussi des résistances. Vous imaginez que si je mets un clan sur la sonde d'intubation, il y aura toujours le même cyclage avec la pression haute et la durée de la pression, descendre, etc. Mais le volume délivré, bien sûr, sera tout à fait nul. Si le patient entre deux fait un bronchospasme, on aura donc par exemple une variation du volume courant délivré en mode de pression contrôlée. On n'aura pas de surpression, mais le volume délivré va varier, va diminuer en cas de bronchospasme, par exemple. À l'opposé des modes de ventilation en pression, il y a le volume contrôlé. On règle un volume courant, on règle une fréquence, un I sur E, une PEP, une FiO2, et on obtient une courbe de ce type-là. Donc, on a les deux phases, insufflation, expiration. Et on a sur un moniteur le monitorage du débit et le monitorage de la pression dans l'airway. Le cycle respiratoire commence. Donc le débit est en général réglé de manière carrée, alors que le débit augmente au début de l'inspiration, ensuite reste en plateau et ensuite s'arrête quand le volume courant demandé, pré-réglé, est atteint. C'est ce débit reste à zéro durant ce qu'on appelle la période de plateau, je vais en reparler,
Et ensuite, à l'expiration, le débit s'inverse pour que le patient expire. Voilà la forme à peu près de débit que l'on observe en mode de type ventilation en volume contrôlé. Si on regarde la courbe de pression de manière précise, on s'aperçoit que la pression monte progressivement jusqu'à une certaine pression de crête. Ensuite, on observe un plateau. Ce plateau fait partie de l'inspiration. À la fin de l'expiration, il correspond à la période durant laquelle le débit est nul. Néanmoins, étant donné que les deux valves inspiratoires et expiratoires sont fermées, il reste à l'intérieur du poumon une certaine pression qui explique l'existence de ce plateau. Et ensuite, seulement quand la valve expiratoire s'ouvre, la pression diminue pour rejoindre les niveaux de PEP réglés. Il faut bien comprendre qu'avec la même fréquence, le même rapport I sur E, si je fais varier le débit d'insufflation, je vais faire varier la pression dans l'airway. Ici, par exemple, on a augmenté fortement le débit d'insufflation et on s'aperçoit qu'on a une pression de crête qui est très élevée. C'est normal, on va en reparler. Ensuite, on obtient toujours une pression de plateau. Une pression de plateau, d'ailleurs, qui ne sera pas modifiée par rapport au réglage précédent, qui sera au même niveau de plateau, mais la durée de ce plateau sera beaucoup plus longue. Et ensuite, le patient peut expirer. Vous imaginez si à l'inverse, le débit d'insufflation est très très lent, la pression de crête ne sera pas très élevée, mais la durée du plateau sera extrêmement courte, voire absente. Regardons bien cette courbe de pression en ventilation en volume contrôlé. On a donc bien cette courbe de pression avec la pression de crête. On a bien une pression de plateau et on a une pression basse qui correspond en général à la PEP réglée, parfois à la PEP totale s'il existe un phénomène de PEP intrinsèque. La différence entre la pression de crête et la pression de plateau va correspondre, on va y revenir, au phénomène de résistance. Tandis que la différence entre la pression de plateau et la pression de PEP correspond au phénomène de pression élastique, aux résistances élastiques. On va y revenir. Donc, la différence entre la pression de crête et la pression de plateau est liée aux résistances à l'écoulement des gaz dans l'ensemble de l'airway, c'est-à-dire sonde d'intubation, filtre, bronches, bronchioles, etc. Si il y a un bronchospasme, on va avoir une augmentation de la pression de crête, d'accord, qui peut être importante, tandis que la pression de plateau, qui correspond, je le rappelle, à la pression qui existe lorsqu'il n'y a pas de mouvement de gaz, que les deux valves inspiratoires et expiratoires sont clampées de manière simultanée, ne bouge pas, et donc une augmentation du delta entre pression de crête et pression de plateau correspond donc à un des problèmes de résistance ou à une modification du réglage du débit. Je vous ai montré tout à l'heure que si on accélère le débit, on a bien sûr plus de résistance et donc la pression de crête monte. C'est donc assez important de bien regarder ça. Si un patient qui avait une différence tout à fait normale, mettons de 5 ou 7 cm d'eau entre la pression de crête et la pression de plateau, brutalement se met à avoir des différences de pression élevées, soit il y a des phénomènes de coup dur sur la sonde, soit il y a une obstruction au niveau de la sonde par des sécrétions, par exemple, ou par un bronchospasme, par un autre exemple. Donc il est donc intéressant de bien regarder cette différence entre pression de crête et pression de plateau. La différence entre la pression de plateau et la PEP
dépend, elle, de deux paramètres. Un, le volume courant que l'on a réglé. Évidemment, si on règle un volume courant de 500 ml ou un volume courant de 1 litre, on n'obtiendra pas la même pression de plateau. Mais elle dépend aussi énormément de la compliance, de l'élasticité de l'ensemble thoraco-pulmonaire, du poumon, disons, en particulier. Et si l'on voit qu'il y a une différence faible entre la pression de plateau et la pression de PEP, c'est que généralement on a un poumon qui est extrêmement élastique, voire emphysémateux. À l'inverse, un poumon qui sera très fibrosé, très dur, très rigide, très difficile à ventiler, on verra tout de suite qu'il y aura une différence importante entre la pression de PEP et la pression de plateau. Alors tout à l'heure, en pression contrôlée, on n'avait pas de volume garanti. Ici, on n'a pas de pression garantie, puisque la machine va pousser jusqu'à ce qu'on obtienne un volume courant, sauf si on a réglé une pression max de sécurité. On est donc exposé en volume courant, cette fois-ci, à un problème de barotraumatisme, d'un risque de surpression qui peut être délétère pour le patient. Ces modes de ventilation contrôlés, qu'ils soient en volume, qu'ils soient en pression, s'imposent aux patients et ne sont pas très confortables pour le patient, même si le mode en pression contrôlée laisse un peu plus de liberté aux patients. Le fait que ça s'impose aux patients et que ça soit source d'inconfort expose à la survenue de ce qu'on appelle des dyssynchronies qui conduisent donc à sédater lourdement les patients. Donc les modes de ventilation contrôlés, en général, sont utilisés avec une sédation. Pour essayer d'améliorer la situation, il y a déjà de nombreuses années, ont été mis au point les triggers. Les triggers qui donnent la possibilité au patient de déclencher un cycle supplémentaire si le patient en ressent le besoin. Ce qui permet donc d'avoir une fréquence, qui permet donc au patient d'avoir une fréquence respiratoire supérieure à la fréquence pré-réglée sur le respirateur. Mais en aucun cas, sa fréquence ne peut devenir inférieure. Il existe en gros deux types de triggers. Les premiers qui ont été mis en place, c'est les triggers en pression, tandis que plus tardivement sont apparus les triggers en débit. Les deux triggers sont tous les deux bien sensibles, ce n'est pas un problème de sensibilité. La seule différence, c'est que les triggers en débit donnent moins de faux déclenchements et donc de mauvaise évaluation des besoins du patient. Un trigger en pression peut être extrêmement sensible, par exemple. Il suffit que l'onde de contraction cardiaque soit transmise dans l'airway pour qu'un trigger en pression réglé de manière ultra sensible entraîne donc un début de cycle ventilatoire. Tandis qu'un trigger en débit, on le verra, c'est un petit peu plus difficile. Alors, trigger en pression, revenons donc au trigger en pression. Le patient ressent le besoin d'aspirer. Il commence donc un début d'inspiration active, ce qui va entraîner une variation de pression dans le circuit qui va être détectée par le respirateur et qui va donc permettre le déclenchement d'un cycle contrôlé. Donc, comme je le dis, le patient peut avoir une fréquence respiratoire, par exemple à 18 ou 20, même si la fréquence respiratoire sur le respirateur est réglée à 15. Et pour éviter les dysynchronies, on y reviendra, on fait en sorte que le patient n'ait la possibilité de faire fonctionner son trigger qu'à la fin d'une expiration pour éviter la superposition de deux cycles ventilatoires, cycle machine et débuté, auquel se rajoutera un nouveau cycle. Dans un trigger de débit,
ce que l'appareil mesure, c'est la différence de débit instantané entre le débit inspiratoire et le débit expiratoire du circuit. S'il s'aperçoit que le débit expiratoire est inférieur au débit inspiratoire, un déclenchement de cycle contrôlé est réalisé. Pour ceux-là, en base, il existe un débit permanent entre la branche inspiratoire et la branche expiratoire, la machine mesurant le débit à l'entrée de la branche inspiratoire et le débit instantané au niveau de la branche expiratoire. Quand le patient ne fait aucun effort, ne bouge pas, le débit de la branche inspiratoire est donc égal au débit de la branche expiratoire. A l'inverse, si le patient commence un cycle, commence à inspirer, l'appareil va détecter qu'une partie du gaz qui est insufflé passe dans le poumon et qu'il y a donc une différence entre débit inspiratoire et débit expiratoire, ce qui explique que le patient, dans ce cas-là, puisse déclencher un cycle contrôlé. Vous imaginez bien si pour une raison ou pour une autre survient brutalement une fuite sur le circuit, ce système peut être mis en défaut et poser quelques problèmes de fonctionnement. L'avantage de ce système, comme je le disais, c'est c'est pas une question de sensibilité, c'est qu'il y a moins de faux déclenchements intempestifs, parce qu'en mode de pression, il suffit que le patient bouge ou qu'il y ait un ébranlement sur les circuits pour qu'il y ait si le trigger est une manière ultra sensible, pour qu'un cycle contrôlé soit déclenché. Passons maintenant aux modes de ventilation assistée qui ont été progressivement introduits dans les 25 dernières années pour pouvoir suppléer aux inconvénients des modes contrôlés. Mais surtout, dans l'utilisation, il y a eu un changement de la philosophie de l'indication. Ces modes de ventilation assistée, on y reviendra longuement, sont là pour aider le patient en situation de détresse et non pas pour remplacer tout le travail du patient. Le premier qui a été possible grâce au trigger, c'était l'apparition de ce qu'on appelle la ventilation assistée contrôlée intermittente. C'est le premier mode de ventilation partielle qui a été introduit. Dans ce mode de ventilation qu'on appelle VACI, la machine impose un nombre de cycles contrôlés, une fréquence de VACI, que ce soit des cycles contrôlés en pression ou en volume. On peut faire de la ventilation de la VACI en pression ou VACI, ventilation assistée contrôlée intermittente en pression ou en volume. Le patient a la possibilité dans ce mode de ventilation de respirer entre les cycles et du fait de l'existence d'une fenêtre de synchronisation, c'est-à-dire qu'en fin d'expiration dans ce mode, il y a la possibilité, durant certains moments, de déclencher des cycles supplémentaires et ces cycles seront des cycles contrôlés. Donc on a une fréquence de base régulière, mettons de 10 par minute, et le patient est capable de rajouter des cycles contrôlés par intermittence pour arriver par exemple à 15 cycles par minute. Il y avait beaucoup d'espoir sur ces modes de ventilation pour essayer de faciliter le sevrage ventilatoire, mais les études qui ont été faites sur la durée de sevrage ventilatoire ont montré que ce mode de ventilation ne permettait pas de raccourcir la durée du sevrage ventilatoire. Alors on voit ici la courbe que l'on peut observer, par exemple ventilation contrôlée intermittente en mode volume. Donc on a un volume contrôlé, des fréquences spontanées contrôlées et ici contrôlées. Et là, on a une fenêtre de synchronisation, c'est-à-dire que le cycle déclenché par la machine est celui-là
et celui-là, et le patient a la possibilité de déclencher un cycle anticipé par rapport au cycle prévu. Les progrès qui ont été réalisés par la suite ont permis l'apparition d'un mode extrêmement utilisé en réanimation qui est l'aide inspiratoire. Son objectif, très clairement, c'est bien de diminuer le travail ventilatoire. Je dis bien de diminuer le travail ventilatoire. Et dans ce mode de ventilation, c'est le patient qui régule sa fréquence respiratoire et la machine, elle l'aide durant la phase d'inspiration pour faire rentrer le gaz au niveau du poumon, ce que les anglo-saxons appellent la pressure support. On a donc bien affaire à un mode de ventilation en pression avec tous les avantages et tous les inconvénients potentiels. Pour bien répondre à ce besoin, il va falloir bien régler différents éléments. Il va falloir bien régler le trigger inspiratoire. Il va falloir bien régler la pente de l'aide inspiratoire. Il va falloir bien régler le niveau de l'aide que l'on veut mettre en place pour essayer de faciliter le travail ventilatoire, de diminuer le travail ventilatoire du patient. Nous allons revenir progressivement sur ces éléments. Donc, il faut donc d'abord bien régler un trigger inspiratoire. Il est complètement illogique, vous le comprenez bien, dans un mode d'aide inspiratoire de, entre guillemets, comme je l'entends parfois, durcir le trigger pour faire travailler le patient. C'est complètement illogique dans la mesure où on est dans une période où on essaie d'aider le patient. On n'est pas là pour lui imposer des efforts supplémentaires, donc d'aider le patient. Deuxièmement, il va falloir faire en sorte que cette montée en pression se fasse à une vitesse qui convienne au patient. Je vais essayer d'y revenir après. Ensuite, on règle le niveau d'aide, de combien on veut aider le patient. Et enfin, il va falloir permettre au patient d'expirer et on va donc introduire ce qu'on appelle un trigger expiratoire, c'est-à-dire ouvrir la période de l'expiration. Alors, si on voit ici l'influence du réglage du niveau de l'aide, si on passe d'une aide d'ici à une aide à ce niveau-là, automatiquement, on va avoir une augmentation du volume courant, puisque la machine, à l'extrême, peut se transformer en ventilation en pression contrôlée. En général, on utilise des pressions d'insufflation qui sont moins élevées qu'en mode de type pression contrôlée. Mais on voit bien qu'on est toujours à un mode de type pression. Si j'augmente la pression, j'augmente le volume courant. Deuxième élément très important, il va falloir bien régler la pente d'insufflation. C'est-à-dire le temps nécessaire pour que la pression dans le circuit passe du niveau de la PEP à la pression d'aide que l'on veut donner au patient. En général, c'est réglé autour de 0,5 secondes, mais on s'adapte à la façon dont le patient ressent le besoin et manifeste son besoin. Je vous ai dit que le volume courant obtenu est variable. Vous l'avez bien compris. Le volume courant obtenu avec un réglage d'aide, par exemple, de 20 cm d'eau, pour donner un exemple, une PEP de 5, ce niveau courant obtenu
va dépendre tout d'abord du niveau de l'aide, comme je vous l'ai montré, va dépendre de la force inspiratoire du patient qu'il est capable de mettre en œuvre, et à l'inverse, s'opposent à cela les contraintes mécaniques liées à l'augmentation de volume du poumon en particulier, et à la circulation des gaz à travers les différents tuyaux que sont par exemple la sonde d'intubation, les bronches et les bronchioles. Si j'augmente le niveau d'aide, le volume courant obtenu va être augmenté. De la même façon, si la force inspiratoire du patient augmente, le volume courant augmente. Ce qui se passe, c'est qu'en mode d'aide inspiratoire, quand on est dans un patient non sédaté lourdement, le cerveau du patient capte la valeur de ce volume courant obtenu et il est capable, de ce fait-là, si la ventilation est excessive, est importante, comme il y a diminution de la PaCO2, par exemple, la fréquence respiratoire de ce fait-là diminue. Donc lorsque le volume courant a tendance à être trop élevé pour les besoins du patient, le patient a tendance à ralentir sa fréquence respiratoire. A l'inverse, si le volume courant obtenu n'est pas assez adapté aux besoins du patient, le patient a tendance à répondre par une élévation de sa fréquence respiratoire. Vous comprenez donc qu'il va être extrêmement important de monitorer la valeur du volume courant obtenu, la ventilation minute et la fréquence respiratoire réelle du patient chez un patient qui est en mode de ventilation en aide inspiratoire. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Ici, le volume courant obtenu est plus bas que celui qu'on avait initialement réglé, qui est plus adapté au patient. Le patient réagit par son cerveau, par sa commande ventilatoire, et augmente la fréquence respiratoire. On peut voir ça, par exemple, si le patient s'encombre, s'il fait un bronchospasme, par exemple. En général, l'aide, on la règle avec une PEP de 5 ou de plus et autour de 25-30 cm d'eau maximum au niveau de l'aide inspiratoire. Ces modes de ventilation en aide inspiratoire sont extrêmement utilisés dans les milieux de réanimation car elles apportent beaucoup de confort aux patients et elles permettent surtout de diminuer fortement les besoins d'anxiolyse et de sédation qui, on le sait, ont beaucoup d'effets délétères, en particulier du fait de l'installation de neuromyopathie, de troubles du décubitus, etc. L'aide inspiratoire a été aussi, à partir des années 80, l'essor qui a permis l'utilisation de plus en plus large de la ventilation non invasive, cette fois à partir d'un masque plutôt que d'une sonde d'intubation. À côté de ces modes en ventilation en aide inspiratoire, il existe la ventilation biphasique B-level ou BiPAP, comme vous voulez, qui sont donc un mélange de ventilation en pression contrôlée et de ventilation spontanée. Le principe est le suivant. Ça, c'est le mode de ventilation en pression contrôlée. En ventilation spontanée, le patient respire librement dans la machine, à travers la machine. Et en mode BiPAP ou B-level, le patient a deux niveaux de, entre les guillemets, PEP différents. Un niveau bas, et il est capable de respirer au niveau bas, et un niveau haut, et il est capable de respirer au niveau haut. Donc, la seule chose qui varie, c'est le niveau de référence qui passe, mettons, de 5 à 10 cm d'eau de niveau de réglage entre une PEP basse et une pression haute qui serait réglée par exemple autour de 10. On peut même aller encore plus loin, on peut rajouter de l'aide inspiratoire au niveau des pressions basses,
si l'on veut, ou même des LED inspirateurs au niveau des pressions hautes, qui sont quelquefois de réglage indépendant suivant les marques des respirateurs. Autre mode de ventilation, le volume assisté, qui est un mode qui permet d'adapter l'aide au volume courant observé, qui permet de faire des volumes assistés. Dans ce cas-là, la machine compare en permanence le volume courant observé et le volume courant que l'on suppose adapté au patient, par exemple 500 ml. Si la machine fait varier le niveau de l'aide de manière rétrospective, après 2-3 cycles en moyenne, moyennée sur 2 ou 3 cycles précédents, elle fait varier l'aide. C'est un mode de ventilation qui n'est pas très utilisé dans la réanimation, le volume assisté, mais qui existe. Enfin, le patient est quasiment complètement sevré. Il n'a quasiment plus besoin d'aide. Il commence vraiment des périodes d'alternance avec du TO2, qui est une des références pour savoir si un patient est sevrable ou bien pas, avec des périodes de ventilation spontanée avec une aide plus ou moins élevée, sachant qu'en général, pour contrebalancer les résistances liées à l'écoulement des gaz à travers les tuyaux du respirateur, la sonde d'intubation, ça correspond à peu près à un niveau de 5 d'aide environ. L'avantage de la VSPEP, c'est de maintenir une pression de fin d'expiration qui, comme vous le savez, est un moyen qui permet d'augmenter la CRF du patient et de lutter contre le collapsus alvéolaire et de ce fait-là d'améliorer la PaO2 du patient. Le gros avantage de cette situation, c'est que ça permet de monitorer les échanges, en particulier les volumes aussi, du patient. La différence que l'on peut observer entre VSPEP plus ADSR sur une courbe de pression du respirateur, vous voyez bien qu'ici, si on a réglé le niveau d'aide sur le pointillé rouge à 10 cm d'eau par exemple, en VS vrai, la pression quasiment oscille sans peu de variation autour des 10, tandis que VS aide, on ajoute bien sûr de manière intermittente de l'aide. Je terminerai en vous parlant des effets iatrogènes de la ventilation qui sont facilement obtenus et qu'il faut absolument essayer de diminuer. Deux types de iatrogénie. Tout d'abord, des lésions induites par la ventilation qu'on appelle le VILI. Et le deuxième, les dysynchronies, c'est-à-dire les situations où il y a conflit, ou entre les guillemets bagarre, entre le patient et les respirateurs, où il n'y a pas une bonne adaptation entre les deux. Et je rappelle que la philosophie générale, c'est bien d'adapter chaque fois que l'on peut la machine au patient et non pas l'inverse. Les lésions de VILI sont de 3 types. Premier type, un excès de pression que l'on peut observer essentiellement donc, dans les modes de pression contrôlée, qu'on appelle donc un barotraumatisme, un excès de pression qui fait qu'on observe des pneumothorax par exemple, d'où la nécessité de mettre des limites de pression max de sécurité, en particulier dans les ventilations en volume contrôlé, puisqu'en pression contrôlée, la pression ne montera pas au-delà de celle que l'on a décidée. Les deuxièmes lésions, c'est ce qu'on appelle le volotrauma. Le volotrauma, c'est des volumes pulmonaires excessifs. Cela s'observe, par exemple, en pression contrôlée, si on n'y fait pas très attention, puisque on va avoir donc une augmentation trop importante du volume. Cela peut s'observer assez facilement, par exemple, chez des sujets emphysémateux, à qui on règle en pression contrôlée donc une limite de pression trop haute, qui fait que l'on a donc des alvéoles qui sont distendus et qui peuvent éclater.
c'est le volotrauma, donc volume excessif. Et enfin, le troisième, les types de lésions de Willis, c'est ce qu'on appelle les biotraumas, c'est-à-dire les situations où on a une pression positive, une PEP insuffisante, qui fait que lors d'un cycle, entre l'inspiration et l'expiration, les alvéoles sont tantôt ouvertes, tantôt fermées, tantôt ouvertes, tantôt fermées. Et cette alternance ouverture-fermeture d'alvéoles, en particulier d'alvéoles qui sont contiguës, crée des lésions de stress, en particulier entre les groupes alvéolaires, et déclenche des réactions inflammatoires au niveau local, au niveau loco-régional, qui sont responsables là aussi de lésions importantes au niveau pulmonaire et qui peuvent d'ailleurs évoluer vers la fibrose pulmonaire. Donc, si on veut, pour me résumer, limiter toute cette iatrogénie liée au Willis, il faut donc limiter le volume courant, quel que soit le mode de ventilation. Je répète, quel que soit le mode de ventilation, que ce soit de la pression contrôlée ou du volume contrôlé. Je vous rappelle que l'idéal, en physiologie, c'est autour de 6-7 ml par kilo de poids, de volume courant. Deuxièmement, si on veut limiter le barotraumatisme, on va limiter la pression de plateau. C'est ça qui est relativement important. Je vous rappelle que la pression de plateau, c'est celle qui supprime la pression liée à l'écoulement des gaz dans l'airway. Et donc vous entendrez souvent que dans les ARDS, on recommande de ne pas dépasser 30 voire 35 maximum centimètres d'eau de pression de plateau. Et enfin, on mettra une PEP suffisante pour éviter le biotrauma, comme je vous ai expliqué, lié à la présence d'alvéoles ouvertes ou fermées qui se côtoient et qui alternent d'une situation à une autre. Enfin, on accordera beaucoup d'importance à la dysynchronie. On fera attention au réglage donc du trigger inspiratoire. On fera attention au réglage de la pente d'insufflation. On fera attention au réglage du trigger expiratoire, qui sont des éléments importants pour essayer de diminuer les dysynchronies. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage. Il y a pas mal de topos sur YouTube, de choses comme ça, des vidéos pour expliquer. J'ai essayé de vous faire une synthèse, un condensé des choses. Je vous remercie de votre attention.